On pense souvent que le retour sur la Lune, c'est une affaire de science et de fusée. Mais en réalité, en coulisses, il y a une vraie bataille qui est en train de se jouer. Une confrontation publique assez spectaculaire qui pourrait vraiment, mais alors vraiment, tout changer pour la mission Artemis. Allez, on regarde ça de plus près. Alors, tout ça, ça a commencé comment? Eh bien, ça part d'une critique, et pas n'importe laquelle. Une critique très frontale de Sean Duffy, qui était à ce moment-là le patron par intérim de la NASA. Imaginez la scène, en direct à la télévision, il met une pression monstre sur SpaceX, il va même jusqu'à menacer de revoir leur contrat pour l'atterrisseur lunaire. C'est une déclaration publique énorme. Forcément, avec Elon Musk, la réponse ne se fait pas attendre. Et elle est, disons, directe. Sur les réseaux sociaux, il dégaine une attaque super personnelle, vraiment cinglante. Et là, on comprend bien que ce n'est pas juste un désaccord technique, c'est une vraie querelle, très intense, entre les deux hommes. Ok, donc cette passe d'armes, ce n'est pas juste un petit clash anecdotique. Non, non. Ça révèle des tensions beaucoup plus profondes. Pour bien piger comment on en est arrivé à cette explosion, il faut d'abord qu'on s'intéresse un peu aux personnages principaux de cette histoire. Pour comprendre pourquoi Musk l'attaque sur ses compétences, il faut jeter un œil au parcours de Sean Duffy. Et c'est un parcours, disons, original. On parle d'un ancien bûcheron de compétition qui a fait de la télé-réalité sur MTV, puis avocat, homme politique. Son CV est super varié. Et c'est justement là-dessus que Musk va s'appuyer pour dire, en gros, ce type n'a rien à faire à la tête de la NASA. Mais attention, cette querelle de personnes, elle s'inscrit dans un contexte bien plus large. Il faut imaginer une pression énorme, vraiment immense pour retourner sur la Lune, et vite. On est en plein dans une nouvelle course à l'espace, et ça change complètement la donne. Et ce serait beaucoup trop simple de tout mettre sur le dos de SpaceX. La vérité, c'est que tout le programme Artemis est en retard. Ce n'est pas que SpaceX. Prenez Boeing et Lockheed Martin, par exemple. Leur fusée SLS et la capsule Orion, ça a mis plus de 10 ans à se développer, avant même le tout premier vol. Donc le problème, il est global. Et ce retard, on le voit très clairement sur le calendrier. La date pour poser de nouveau le pied sur la Lune avec Artemis 3, elle n'arrête pas de glisser. Au départ, on parlait de 2024, puis 2026. Maintenant, on espère, au mieux, mi-2027. Et forcément, ce décalage, ça crée de l'impatience et ça met le feu aux poudres au niveau politique. Et bien sûr, il y a l'argent. On parle ici d'un contrat de 2,9 milliards de dollars que la NASA a donné à SpaceX juste pour développer l'atterrisseur lunaire, le fameux HLS. C'est une somme absolument colossale. Alors on imagine bien que le moindre retard, il est analysé, décortiqué et critiqué. Sauf que, après s'être fait attaquer publiquement, SpaceX a décidé de contre-attaquer. Mais cette fois, pas avec des tweets assassins. Non, ils ont décidé de tout déballer, de montrer pour la toute première fois à quel point ils avaient avancé sur leur projet. Un projet mené jusque-là dans le plus grand secret. Alors là, pour bien suivre, il faut comprendre un truc super important. Chez SpaceX, il y a en fait 2 programmes Starship en parallèle. D'un côté, il y a le Starship, qu'on connaît tous, celui des grands tests publics, qui explose parfois, et qui est financé par SpaceX avec l'objectif Mars. Et de l'autre, il y a une version spéciale, l'atterrisseur lunaire HLS. Celui-là, il est financé par la NASA, et son développement, eh bien, il était quasi secret jusqu'à maintenant. Et c'est là que SpaceX sort sa botte secrète. Il balance un chiffre, 49. Ils affirment avoir déjà validé 49 étapes clés de leur contrat avec la NASA pour cet atterrisseur, et la plupart du temps dans les délais, voire en avance. Alors la question c'est quoi concrètement ces 49 étapes? Bon, d'abord le concret, le matériel. SpaceX n'a pas fait les choses à moitié. Ils ont construit des maquettes grandeur nature, pas seulement de la cabine où vivront les astronautes, mais de tout l'atterrisseur pour faire des tests de chute et voir si les pieds tiennent le coup. Ils ont même développé l'ascenseur fonctionnel pour s'entraîner à descendre sur la Lune. C'est du solide. Ensuite, il y a tous les systèmes critiques, tout ce qui permet de survivre là-haut. Ça va du développement d'une sorte de station-service en orbite pour faire le plein, ce qui est crucial, jusqu'au test de la pièce qui connectera le Starship à la capsule Orion. Et bien sûr, ils bombardent des matériaux pour voir s'ils résistent aux impacts de micrométéorites. Et enfin, le cœur de la bête, les moteurs et le logiciel. Les fameux moteurs Raptor. Ils ont été poussés dans leur retranchement pour simuler un atterrissage tout en douceur. On a même testé leur capacité à redémarrer après un long séjour dans le froid glacial de l'espace. Et le cerveau, le logiciel d'atterrissage automatique, est lui aussi déjà bien avancé dans ces tests. Mais attendez, ce n'est pas tout. La réponse de SpaceX va encore plus loin. Maintenant qu'ils ont montré tout ce qu'ils ont fait, ils se sentent en position de force. Et là, ils mettent sur la table une proposition radicale, une toute nouvelle architecture de mission qui pourrait, une fois de plus, tout bouleverser. Alors là, on se demande, une architecture de mission simplifiée, qu'est-ce que ça veut dire au juste? Comment est-ce qu'on peut simplifier un truc aussi incroyablement complexe qu'un voyage vers la Lune? La clé, elle est peut-être dans une autre petite phrase lâchée par Elon Musk. Et voilà, on y est, le cœur du plan. L'idée de Musk, ce n'est pas juste de faire un atterrisseur plus simple, non.
c'est de simplifier toute la mission en évissant les autres contractants. En gros, SpaceX dit « laissez tomber les autres, on s'occupe de tout ». Quand on compare les deux plans, la différence est juste énorme. D'un côté, le plan actuel, c'est un puzzle avec plusieurs grosses pièces, la NASA, Boeing, Lockheed, SpaceX. De l'autre, le plan simplifié de SpaceX, une seule pièce, eux. Le Starship ferait tout. Le décollage, le voyage, l'alunissage et même le retour en orbite avant un petit transfert dans une capsule Dragon. C'est un changement de paradigme complet. Franchement, une proposition pareille, aussi audacieuse, ça aurait été juste impensable il y a quelques mois. Mais voilà, un événement politique est venu tout chambouler et a complètement changé la donne. Juste après ce clash public, Sean Duffy est écarté. Et qui est pressenti pour le remplacer à la tête de la NASA? Jared Isaacman. C'est un astronaute, pilote, milliardaire. Mais surtout, c'est quelqu'un que Musk connaît bien, apprécie et respecte. Et d'un seul coup, ce changement de personne rend le plan un peu fou de SpaceX beaucoup plus plausible sur le plan politique. Et il faut ajouter un autre élément crucial, la politique. La priorité numéro 1 de l'administration Trump, c'est la vitesse. L'objectif, c'est de planter le drapeau sur la Lune avant la fin du mandat. Point. Alors dans ce contexte-là, n'importe quelle idée qui promet de gagner du temps, eh bien elle va être écoutée avec une attention toute particulière. On se retrouve donc avec une situation absolument fascinante. D'un côté, on a une proposition technique super audacieuse qui pourrait vraiment accélérer les choses. De l'autre, des enjeux politiques et industriels qui sont juste énormes. Au final, le retour sur la Lune, ça va se jouer autant dans les bureaux d'études que dans les couloirs du pouvoir à Washington. C'est un pari technique, mais c'est aussi un énorme pari politique. Et l'issue, elle, est loin d'être écrite.